Lorsque je suis arrivée à Saint-Vendry, en 1947, le coteau de Fontenelle, en bordure de l'actuelle rue de l'Oiseau-Bleu, était occupé par des terres labourées, cultivées en blé, pommes de terre, betteraves. Actuellement, on ne voit qu'il n'y a plus du tout de terres laboureuses. Il est occupé par une trentaine de maisons. Les HLM, construites vers 1955, et le lotissement du coteau de Fontenelle, auquel ma maison appartient, construit vers 1967. À peu près à la même époque, une vaste prairie derrière la mairie a été lotie pour accueillir aussi une trentaine de maisons. Et d'autres maisons ont été construites à Rançon et au Yo. Voilà pour l'habitat. Quand je suis arrivée en 1947 à l'école de filles, l'eau courante n'existait pas partout à Saint-Vendry. Seules les maisons de la cité Latam, maisons qui ont été construites par l'usine Latam vers 1910 pour les ouvriers de l'usine. Eh bien, seules ces maisons-là avaient l'eau courante. Comme beaucoup de Saint-Vendry, c'est une citerne qui me procurait l'eau nécessaire pour la vie de tous les jours. Je lavais le linge dans une buanderie. Cette buanderie était munie d'une grosse chaudière en fonte dans laquelle je faisais bouillir mon linge. C'est en 1957, lors de mon installation à l'école neuve, que j'aurai l'eau potable sur l'évier, une salle d'eau. Et j'achèterai à ce moment-là une machine à laver le linge. Au lieu de laver au baquet. Tous les jeudis, je faisais la grande lessive pour la famille. Nous étions 6. C'est environ à partir de cette date que, peu à peu, l'adduction d'eau potable se réalisera à Saint-Vendry. Ensuite, ce fut le tour du tout à l'égout, qui remplaça l'épandage ou le puisard. Personnellement, le tout à l'égout fut installé pour ma maison actuelle vers 1990 seulement. Quant au ramassage des ordures ménagères, il eut lieu vers 1960. Auparavant, je me souviens que lorsque j'habitais la vieille école, je me souviens qu'un dépôt d'ordures avait été aménagé dans un petit terrain près de la poste. On y jetait surtout des boîtes en métal, les boîtes de sardines, les boîtes de petits pois, tout ce qui ne pouvait pas être jeté sur le fumier. C'était encore l'époque où on avait peu d'ordures ménagères. Il n'y avait pas de plastique. Les verres des bouteilles étaient rendus. De 1957 à 1967, il y avait à Saint-Vendry une école de filles avec 2 classes et une école de garçons également avec 2 classes. À partir de 1967, à l'époque où fut érigée l'école neuve, on commença à géminer la classe enfantine, le cours préparatoire, le CE et le CM1. Le directeur de l'école de garçons reprenait les garçons à partir du CM1, du CM2 et de la classe du certificat d'études. De même, la directrice faisait la même chose avec les filles. Actuellement, les 5 classes du groupe scolaire de la Caillouville sont géminées. Le réseau routier depuis 1957 a été considérablement amélioré. Toutes les routes sont goudronnées, même les plus petits chemins, et toutes les routes sont pourvues d'éclairage. Au point de vue économique, Saint-Vendry a vu s'implanter 2 usines. Je ne suis pas très sûre. Je pense que pour l'une, il s'agit de ensachage de tourbe, puis une autre, il s'agit de tôle, des rouleaux de tôle qui vont être aplatis ensuite. Tout cela au bord de la Seine, alors c'est le port de Saint-Vendry. Au point de vue social, alors une évolution considérable, à cause de nombreuses associations qui se sont créées. En 1947, quand je suis arrivée, aucune association. Et maintenant, le Club des Anciens, depuis 1955 environ. Et surtout le Club Loisirs et Culture, depuis 1970, qui regroupe la section photo,
la section informatique, la section aquarelle, la section belote, la section danse, la section activité manuelle, la gymnastique féminine, tennis de table, rallye, et puis la marche, toutes choses qui n'existaient pas quand je suis arrivée. Bon. Il y a aussi un club des jeunes, les petits Vendrées pour les petits à partir de 5 ans. En 1947, aucune salle de fête à Saint-Vendry. Et maintenant, nous avons 2 salles de fête. D'abord une petite, le mini-club, qui s'est installée vers 1970 avec le concours des habitants. Elle est située près de la mairie, sur la route qui mène à Sainte-Marguerite-sur-Duclair. Une deuxième salle des fêtes, plus vaste, la salle de l'Oiseau Bleu, créée vers 1998. Une bibliothèque, la bibliothèque communale, qui a été créée vers 1998. À la bibliothèque, les bibliothécaires font des animations pour les scolaires, des concours annuels, des expositions. Elle marche très bien, cette bibliothèque. Il y a eu l'association du patrimoine vivant. On restaure une très vieille église, l'église de Rançon. Il y a aussi le comité des fêtes. Un club de football, mais qui n'a pas de terrain. Alors il joue, c'est très surprenant, il joue sur le terrain de Saint-Nicolas de Blictuy, parce que Saint-Nicolas de Blictuy a bien un terrain, mais n'a pas d'équipe. Il y avait notamment, sur la place du bourg, un café-épicerie. Épicerie qui vendait de tout. On y trouvait des bonbons, on faisait aussi les étoffes, les tissus, les toiles bleues pour accommoder les bleus de travail. Il y avait du fil, on y trouvait de tout, des harençors qui pendaient au plafond, des choses comme ça. J'ai connu ça face à l'église, sur la place du bourg. Actuellement, c'est un restaurant d'ailleurs qui n'exerce plus le restaurant. C'était les Trois Couronnes. Et l'épicerie faisait aussi auberge et donnait des chambres à louer. Moi, je n'ai pas connu de boulanger, mais il y avait une boucherie. Donc, ce café, épicerie, et un autre café. Ils étaient côte à côte, sur la place. À Rançon, il y avait aussi un café. Au Côte-Béquet, il y avait aussi un café. Ça n'existe plus. Ah oui, il y avait la gare. Quand je suis arrivée, la gare existait encore, et les trains venaient approvisionner l'usine. Le train de voyageurs n'existait plus. C'était simplement la gare de marchandises. Enfin, quand je suis arrivée, ça fonctionnait encore. Donc c'était pour approvisionner toutes les usines qui sont sur le port de Saint-Vendry. Voilà, oui. Moi, j'ai connu quand j'étais enfant, parce que j'étais à Côte-Bec et voilà, j'ai emprunté ce petit train de voyageurs jusqu'à Barentin. Moi, je ne pouvais pas parce que j'étais institutrice, mais les samedis, jour de marché à Côte-Bec, mon mari s'approvisionnait pour les choses que je ne pouvais pas trouver à Saint-Vendry. Autrement, le boucher, l'épicier, ça pouvait me suffire. Oui. Il y a plus d'ouvriers que d'agriculteurs. Ah oui. Il y en a beaucoup qui travaillent à la Réviva déjà. Ça, c'est... Oui. Là, Est-ce qu'il y avait beaucoup de petites fermes à Saint-Vendry? Il y en avait un certain nombre, oui. Il y avait de grandes fermes qui étaient surtout sur la région, ce que j'appellerais le plateau. Il y avait des grandes fermes. La ferme tenue par les Sautreuil, oui, la ferme d'Abbeville, qui possède une magnifique grange, une vieille grange, la grange Odime.
c'est sur le hameau qu'on appelle le hameau du Genetais. Je me souviens d'avoir eu des élèves, filles d'agriculteurs. Mais il y avait aussi des enfants d'ouvriers. Hein. Je pense qu'actuellement, il y a plus d'enfants d'ouvriers ou d'employés plus que d'enfants d'agriculteurs. J'avais des élèves qui devaient parcourir 3 kilomètres à faire le trajet. En 1947, mes élèves venaient toutes à pied et parcourir 3 kilomètres, parfois par temps très froid. C'était assez dur. Même sur le plateau, tout le monde descendait à votre école? Oui, à pied. Eh oui. Et les petites mains étaient frigorifiées. Première minute de la classe consistait à attraper des mains et à se réchauffer. Oui. Mon fils, qui fréquentait l'école de garçons, disait qu'il y avait un clan, les enfants du bourg et les enfants de Rançon. Parfois, il y avait des petites luttes, des rivalités. Je ne le sentais pas chez les filles. C'était ceux de Rançon, c'était les gars de Rançon. N'oubliez pas que Rançon, autrefois, était un village, vraiment un village. Nous étions Saint-Vendry, Rançon avait une mairie, une église. Rançon a été rattaché à Saint-Vendry vers 1820, par là, oui. Les moines, c'est quelque chose d'important ici, le fait d'avoir cette abbaye dans le cœur du village? Oh ben, certainement, au point de vue touristique, bon, bien sûr, oui. Les vestiges sont très, très intéressants. Je n'ai jamais eu beaucoup de relations personnelles avec, oui, professionnels, étant donné d'ailleurs l'esprit laïque qui doit m'animer. Je n'ai jamais eu de mauvais rapports avec eux. Nous allions d'ailleurs pour nos fêtes de distribution des prix tous les ans. Nous étions reçus d'ailleurs par le prieur. Le prieur nous offrait des livres ou une certaine somme d'argent. Il y avait des échanges de livres, par exemple, puisque l'abbaye a une très grande bibliothèque. Est-ce qu'on vous prêtait des livres pour les enfants? Non, car nous, maîtres laïcs, nous avions peur peut-être d'avoir des livres un peu tendancieux. Les moines invitaient les enfants à des jeux, à des découvertes. Par exemple, lors d'une de ces découvertes, un des enfants a trouvé dans le mur de l'abbaye, a découvert un trésor. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque? Alors, ce petit garçon Jean-Pierre avait une dizaine d'années, ça devait être dans les années 1952-53, par là. Saint-Vendry de tout temps a été renommé pour le grand nombre et la vertu de ses saints. Cela remonte au temps où Vendry fonda le monastère de Fontenelle, du nom de la rivière qui le traverse. Pour satisfaire à leurs besoins de dévotion, les religieux du monastère bâtirent l'église de Saint-Pierre, dont il reste actuellement les vestiges du transept nord, et un beau cloître. Ensuite, à l'intérieur même du monastère, 3 autres églises, aujourd'hui complètement détruites, et sur un coteau boisé, la petite chapelle de Saint-Saturnin, encastrée dans le mur de clôture. Petite chapelle qu'on peut voir encore de nos jours. Enfin, près de la source de la Fontenelle, dans le hameau de Caillouville, fut érigée une 5e église, dédiée à la Vierge, Notre-Dame de Caillouville. Cette église était particulièrement renommée dans la région. Elle renfermait plus de 50 statues de saints. Un proverbe populaire disait « tassés comme les saints de Caillouville ». On disait aussi que Notre-Dame de Caillouville renfermait tous les saints du paradis. Cette église aujourd'hui est complètement détruite. Au début du siècle dernier, on pouvait voir encore le socle d'un calvaire. Toutefois, un certain nombre des saints de Caillouville a été transféré dans l'église paroissiale de Saint-Vendry, où on peut les voir encore chaque année. Tous les vendredis du mois de mai, il y avait grande affluence dans le bourg de Saint-Vendry pour les pèlerinages à tous les saints, notamment ceux de Caillouville, dans l'église paroissiale. 4 curés des environs
venait en renfort pour célébrer les messes. Un artisan pâtissier installait un étal sur la place pour offrir des brioches qui étaient ensuite bénies par le prêtre au cours de la messe. Une de mes amies, aussi âgée que moi, et qui habite Saint-Vendry depuis 1936, m'a raconté les rites de dévotion des pèlerins. Elle en a même été le témoin. Tous ces gens venaient généralement avec un parent malade. Ils étaient munis de rubans qu'ils frottaient contre le corps du saint particulier qu'ils invoquaient. Appliquaient ensuite le ruban sur le corps du malade. Et enfin, avant de partir, laissaient le ruban accroché sur la statue. Après chacune de ces messes, les saints se trouvaient ainsi tout enrubanés. Un autre vieux de Saint-Vendry racontait aussi des souvenirs d'enfance. Vers 1910, à la sortie des messes de pèlerinage, une vingtaine de mendiants en guenilles formaient la haie devant le portail. Ils se répandaient en lamentations pour recueillir quelques sous. D'autres pèlerins grimpaient sur le coteau boisé de Saint-Jacques pour invoquer Saint-Saturnin dans sa petite chapelle. Enfin, un grand nombre de familles paysannes, principalement des femmes, avec de tout jeunes enfants, se dirigeaient vers le hameau de Caillouville, car l'eau de la source de la Fontenelle, placée autrefois sous la protection de Notre-Dame de Caillouville, était considérée comme dotée de propriétés curatives merveilleuses, notamment pour les maladies de peau, et plus généralement pour toutes les maladies actuelles et même à venir. On avait même aménagé une sorte de piscine protégée par 4 murs de clôture. Et ça, je l'ai vu, c'était encore en 1947. Cet aménagement existait encore. On y ajouta une niche pour Saint-Guy, qui guérissait les convulsions nerveuses, notamment la danse de Saint-Guy. Dans l'eau glaciale et stagnante, on plongeait le malade tout nu, même tout jeune bébé. Ces pratiques, à la fois païennes et religieuses, prirent fin vers 1960 et il ne reste plus rien de cet aménagement. Je ne sais pas si c'est la municipalité ou l'abbaye qui a pris l'initiative, je n'en sais rien. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces pèlerinages au sein de Saint-Vendry? En tout cas, pas de manifestation de masse. Peut-être à cause de la ferveur religieuse moins forte, ou bien peut-être à cause de la pénurie actuelle des prêtres, je ne sais pas. Sur la place de l'église, les forains installaient des balançoires, le tir à la carabine, la loterie, avec son étalage de vaisselle et ses énormes poupées fastueusement habillées, la boutique de confiserie, nougats et frangipane. Et la municipalité organisait ce jour-là divers jeux pour la plus grande joie des habitants. Pour les enfants, course à l'œuf, course pédestre, course de lenteur à bicyclette. L'enfant était invité à effectuer un parcours sur sa bicyclette et il devait arriver au but le plus lentement possible, tout en conservant bien l'équilibre sur sa bicyclette et surtout ne jamais mettre le pied par terre, autrement élimination. Ça n'était pas très facile. Pour les plus grands et les adultes, le mat de cocagne, le baptême des tropiques. Alors imaginez à l'entrée de la rue des Caillettes, de chaque côté, un grand piquet planté en terre, haut piquet d'environ 4 mètres. Ces 2 piquets reliés à leur sommet par un câble. Au milieu du câble était suspendu un tonneau en bois, plein d'eau. Pensez au baptême. À la base du tonneau, il y avait une planchette en bois percée d'un trou circulaire. Le joueur
muni d'une longue perche, devait monter sur une charrette, tirée par, à l'époque c'était Moïse, je me souviens, le garde champêtre. Le joueur, debout sur la charrette, tiré par le garde champêtre, devait emmancher sa longue perche dans le trou du tonneau. S'il était maladroit, la perche frappait le tonneau, pas dans le trou, mais sur la paroi du tonneau, qui se renversait, répandant son contenu sur le joueur. Pour la plus grande joie des badauds, j'ai même assisté un jour à ce baptême des tropiques joué par le comte Durand, un châtelain du village. Et est-ce qu'il a réussi? Je ne crois pas, il a été arrosé. Si mes souvenirs sont bons. Et ce jeu, c'était ouvert uniquement aux hommes ou les femmes pouvaient participer? Je n'ai vu que des hommes, mais je pense qu'une femme aurait pu le faire. Bon, il n'est plus pratiqué. Aujourd'hui, la Caillouville est quand même toujours célébrée, avec une foire plus importante de manèges pour enfants, d'auto électriques. Une foire à tours a lieu ce même jour. Le comité des fêtes présente des attractions nouvelles, les majorets, les cracheurs de feu, des hommes marchant sur des échasses. Le 14 juillet maintenant, à la tombée du jour, la retraite au flambeau, à la grande joie des enfants défilant avec leurs lampions de toutes les couleurs. Le cortège, mené par le garde champêtre, partait de la mairie jusqu'à Côte-Béquet en traversant la cité Latam. Ensuite, on tirait le feu d'artifice dans une prairie en face de la mairie. La fête se clôturait par un bal populaire, en plein air. Moi, j'y ai dansé, au son des accordéons, des saxophones et des trompettes. Aujourd'hui, plus rien. Le feu d'artifice se tire à la fête de la Caillouville. Plus rien pour commémorer la fête de la liberté, les valeurs républicaines issues de la grande Révolution française. L'année scolaire s'achevait par la distribution solennelle des prix aux enfants de l'école, présidée par le maire et son conseil municipal, un représentant de l'abbaye et parfois le conseiller général. De la classe enfantine au cours de fin d'études, les enfants, joliment costumés, offraient au public des chants, des danses folkloriques et des scénettes. Ensuite, le palmarès était lu et chaque enfant recevait un ou plusieurs livres selon son mérite. Livres achetés grâce à la générosité de la population et de l'abbaye. Cette fête était très appréciée par les parents. Peu à peu, elle a disparu. Vers 1970, remplacée par une kermesse qui enrichissait la coopérative scolaire. Ces excavations, qui sont dans les bois à l'est du monastère, sont d'anciennes carrières de pierre qui auraient servi à la construction de l'abbaye. J'ai bien dit qui aurait, je ne suis pas certaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont servi de refuge aux habitants de Saint-Andry pour se protéger des bombardements, notamment après celui du 10 août 1944, qui incendia une chaumière, endommagea légèrement la mairie, fit subir de plus gros dommages à l'abbaye et causa la mort d'un moine. Aujourd'hui, l'accès de ces grottes est interdit à cause du danger d'éboulement. Quant aux Côtes bretonnes, inaugurées en 1977 par M. Raymond Barre, Premier ministre, il facilite bien sûr les relations avec les pays de l'autre côté de l'eau, puisque nous ne sommes plus tributaires des horaires très stricts des passages du bac. Je me souviens que dans mon enfance, nous habitions Côte-Bec, et nous avions des amis à Grand Couronne, donc de l'autre côté de l'eau. Pour leur rendre visite, nous enfoncions nos bicyclettes, mais c'était à l'heure du retour. Nous étions très angoissés, car nous étions peut-être tributaires d'une crevaison de pneus, et nous étions angoissés à l'idée de ne pas arriver à temps pour le dernier passage du bac à 20h30. Ce fleuve n'était pas une barrière infranchissable, puisque même au point de vue administratif, la Mailleraie, Saint-Nicolas de Blictuy, Notre-Dame de Blictuy et Vatteville-la-Rue faisaient partie quand même du canton de Côte-Bec. C'est curieux ça, que
que ce fleuve n'ait pas été une limite entre deux cantons. Mais non, c'est bizarre ce rapprochement, oui. Pour la filature de Cyprien Lenoir. Les renseignements que je vais donner proviennent d'ouvrages écrits par des moines de Saint-Vendry et aussi de quelques notes écrites par M. Poisson, ancien conseiller municipal de Saint-Vendry, décédé il y a une quarantaine d'années, et qui s'intéressait à l'histoire du village. La loi du 13 janvier 1790 avait prononcé la dissolution de toutes les maisons religieuses. Les moines de Saint-Vendry durent se séparer, puisque le monastère allait être fermé et vendu. La plupart rentrèrent dans le monde. Quelques autres devinrent curés constitutionnels et vécurent dans la commune ou dans la région. C'est ainsi que Don Déchy et le frère Ethelin prêtèrent le serment civique en même temps que le serment dit de liberté-égalité. Don Déchy s'installa comme cultivateur dans la commune. Le 30 novembre 1790, l'administration et le procureur syndic du district de Caudebec mettent sous scellé la totalité des meubles et effets ayant appartenu aux religieux. Un décret autorisait chacun des religieux à emporter son couvert et les meubles de sa cellule. Le couvert du frère Catelin, reconnaissable aux 3 fleurs de lys qu'il porte gravées, s'est transmis dans la famille Bailleul de Caudebec jusqu'en 1940, date à laquelle il disparut dans l'incendie de Caudebec. Le 17 juin 1791, l'abbaye, devenue bien nationale, est vendue pour 90 000 livres à Cyprien Lenoir, négociant à Yvetot. Les ornements liturgiques échoient à des paroisses du voisinage et le mobilier aux églises de Caudebec, Yvetot, Bolbec et Saint-Vendry. La nation se réserve l'argenterie, les tableaux, livres, chartes et manuscrits qui vont aux archives départementales et aux bibliothèques de Rouen et du Havre. Cyprien Lenoir installe dans les locaux d'habitation une fabrique d'épingles. Une partie des ouvriers loge avec leur famille dans les bâtiments. Tous les locaux du rez-de-chaussée sont transformés en ateliers. Les machines sont installées dans la grande salle aux colonnes. Cette fabrique est gérée par le fils de Cyprien Lenoir, Augustin Lenoir, chef d'atelier. Cette époque était marquée par un esprit anti-religieux très aigu, comme en témoigne cette lettre, écrite par Augustin Lenoir à la municipalité. Vendry, ce 24 Vendémiaire, 3e année républicaine, une et indivisible. Vous remarquerez en passant la nouvelle appellation de la commune, Vendry. La municipalité avait retiré le vocable saint, qui sonnait trop religieux. Je sous-signais Augustin Lenoir, chef d'atelier de la manufacture de Vendry, déclare à la municipalité être dans l'intention de faire abattre le plus tôt possible la croix qui existe sur un de mes bâtiments. Je m'occupe à ce moment à me procurer des cordages et des ouvriers pour faire enlever ce signe monstrueux du fanatisme et tout autre signe de féodalité. L'église abbatiale, dont les plombs de la toiture ont vite trouvé acheteur, va bientôt voir s'écrouler ses voûtes et ses fenestrages. Elle est ensuite livrée aux démolisseurs
et devient une simple carrière de pierre de construction. Si bien que la basilique de Saint-Pierre se trouve aujourd'hui éparpillée sur différents points du pays de Caux. Ce fut pour Cyprien Lenoir un moyen de rentrer, au moins en partie, dans ses frais d'acquisition du monastère. À partir de 1829, deux propriétaires se partagent le domaine, les deux enfants de Cyprien Lenoir, probablement décédés à cette époque. Augustin Lenoir a la partie est qu'il transforme en atelier de filature et de tissage jusqu'en 1850. Amélie Lenoir reçoit la partie ouest qu'elle respecte, cloître et réfectoire. En 1863, tout est vendu au marquis de Stackpool, un noble irlandais qui veut transformer les bâtiments en maisons d'été sur le modèle d'un castel anglais. C'est peut-être à cette époque qu'il faut présenter l'épisode du trésor caché dans le mur de la clôture près de la chapelle de Saint-Saturnin, découvert en 1954 par les louveteaux de Saint-Vendry. On peut conjecturer que les 501 louis d'or ont été cachés après 1748, puisque c'est la date la plus basse des pièces. Cela dans un temps troublé, et avec l'espoir de pouvoir être récupérés à l'extérieur du mur de l'abbaye, grâce aux signes que portaient les trois pierres recouvrant les cachets. Toutes ces circonstances concordent assez bien avec la période de la Révolution. Don de Chy, procureur cellurier, ayant la responsabilité de la fortune mobilière de l'abbaye, ne pourrait-il être l'auteur de l'opération? Bien sûr, point d'interrogation. La plus grande partie des renseignements que je vais donner sur cette période de l'histoire de Saint-Vendry m'a été fournie par Monsieur Infray, artisan peintre dans la commune, que j'ai rencontré plusieurs fois dans les années 1950 lorsqu'il venait pour des réfections de peinture à l'école. Monsieur Infray était un tout jeune adolescent dans les années 1910. Il aimait raconter ses souvenirs. Il en a aussi relaté plusieurs sur un cahier que j'ai eu l'occasion de lire et dont j'ai conservé quelques passages. En 1901, l'abbaye comptait 42 moines qui partirent en exil en Belgique après la loi qui visait les congrégations religieuses. Le domaine fut administré par un homme d'affaires, d'Yvetot, M. Roussel, et exploité en partie par un fermier voisin. L'administration des monuments historiques fit assurer la visite des ruines et du cloître par un retraité des douanes, M. Levitre, qui habitait près de la mairie. Aussitôt après le départ des moines, la partie de l'abbaye appelée hôtellerie fut occupée pendant un certain temps par un homme seul, le comte Cap de Bayon, qui mourut asphyxié par les émanations d'un poêle à charbon de bois. C'est en 1904 que les parents de M. Infray s'installent dans l'auberge, située place de l'église, une très belle maison en colombage au bout de l'actuelle rue de la Coutume, là où réside maintenant Madame Hideux. Vous descendez la rue de la Coutume tout de suite, la maison en bas. Elle est très belle. C'est une des plus anciennes maisons de Saint-Vendry. On y trouve encore une plaque de cheminée portant la date 1680. Cette auberge recevait des taupiers, des commis voyageurs et surtout des bûcherons qui étaient grands consommateurs du tout ensemble. Je vous explique ce tout ensemble. 2 tasses de café dans une bouteille d'1 litre et le restant en eau de vie. L'auberge accueillait aussi des artistes peintres, des photographes et des journalistes. À l'auberge, même menu pour tous, sur la grande table de la cuisine. Volaille, lapin,
pain, fruits et légumes du jardin. La cuisine était faite essentiellement au bois. En 1908, Maeterlinck et Georgette Leblanc s'installèrent dans l'abbaye, dont ils étaient locataires. Ce fut M. Georges Hautois, impresario, qui vint le premier, accompagné de sa femme, pour préparer le logement Maeterlinck. Le jeune Infray fut engagé pour l'aider pour un salaire de 15 francs par mois sans la nourriture. Ce monsieur Hautois, selon le jeune Infray, était brun et portait une barbe assez aristocratique. Il fumait des tabacs exotiques de Turquie et du Levant. Il rédigeait un courrier abondant. Il était grand lecteur de revues théâtrales et scientifiques. Il recevait le journal Comédien. La vie matérielle du couple Maeterlinck était dirigée par une gouvernante, Mathilde Deschamps. En juillet 1912, eut lieu dans l'abbaye la représentation de Macbeth, drame de Shakespeare, qui eut un très grand succès. Le jeune Infray, embauché pour imiter le cri de la chouette, vers minuit, put voir, près de la porte de Charente, un cortège de cavaliers passant entre une haie d'hommes d'armes à pied, portant des torches allumées. C'étaient tous des figurants pris parmi les gens de la localité et des environs. Vers minuit, grand tumulte dans le réfectoire, des râles, des cris. La cloche se mit à sonner et le jeune Infray poussa les cris de la chouette. Puis la scène se transporta vers le cloître et la salle du chapitre. Parmi les invités à cette représentation auraient figuré l'impératrice Eugénie et Jean Jaurès. J'insiste sur le conditionnel. Les trois principaux acteurs logeaient dans le bourg. Séverin Mars, chez le boulanger, Jean Balta et Prince Todis à l'auberge Infray. En août 1913, l'année suivante, eut lieu une autre représentation théâtrale dans l'abbaye, Péléas et Mélisande, drame musical de Debussy sur un livret de Maeterlinck. Elle n'eut pas autant de retentissement que celle de Macbeth. Parmi les figurants, on pouvait voir deux Caudequet, Maître Jamme, notaire, et Marcel Vinet, plus tard secrétaire de mairie principale à Caudebec. Après le ménage Hautois, la garde de l'abbaye fut confiée au ménage Blanquet, habitant le bourg. L'entreprise Cottereau du Mans envoya des spécialistes tailleurs de pierre pour réparer les cintres du cloître. Peu avant la déclaration de guerre, en 1914, Maeterlinck et Georgette Leblanc quittèrent définitivement l'abbaye. Maeterlinck se sépara de Georgette Leblanc pour vivre à Nice avec une jeune niçoise. Georgette Leblanc se fixa à Tancarville, dans une des dépendances du château. Par la suite, l'abbaye fut occupée par M. Jean Latarme, un des propriétaires de l'usine d'aviation Caudebec, qui utilisa les grandes salles pour le montage de ses machines.